La deuxième session de la cour d'assises de Bamako démarre demain. La barre 220 accusés dans 70 affaires, des affaires qui concernent des crimes de sang, des meurtres, assassinats et des agressions sexuelles. Grand meeting à Nioro de l'Association pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale, un meeting qui vise à soutenir les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Football, la Confédération africaine de la discipline visée par des accusations de corruption. D'après un rapport, les sommes perçues par la CAF sont peu visibles en matière de réalisation sur le continent. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le peuple malien a perdu hier un grand homme. Il s'agit de Mohamed Maïga Guidjo Almami. Le calife a été enterré dans sa maison à Ségou Bagadadi. Aujourd'hui, en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre. Nous y reviendrons en détail au cours de ce journal. La deuxième session de la cour d'assises de Bamako s'ouvre demain jeudi et ce jusqu'au 18 décembre prochain. Au rôle, 70 affaires et 220 accusés pour des crimes de sang, meurtres, assassinats, des cas d'incendie volontaire et aussi d'agressions sexuelles. En prélude à l'événement, Serabachili a approché l'avocat général à la cour d'appel de Bamako, Idrissa Rizo Maïga. Suivons l'entretien. Comme c'est bien souvent le cas de ces 70 affaires, la prédominance des crimes de sang est la plus marquante. Quand je parle de crimes de sang, je parle de crimes d'atteinte à la vie humaine. Nous en avons 26 pour cette session. Suivront les cas d'agression sexuelle, notamment pédophilie, les cas de pédophilie, de viol et d'attentat à la pudeur et les complicités dans certains cas de ces infractions-là, qui sont au nombre de 20 affaires. Puis après viennent les vols qualifiés, cas de vols qualifiés avec des infractions connexes d'association de malfaiteurs. Là, nous avons 10 affaires. La particularité de ces affaires et leur importance est liée au nombre d'accusés que ces affaires-là drainent, que chacune de ces affaires draine. Dans le cas d'incendie volontaire de Koualanyewa, vous avez 55 accusés, sur lesquels, au moment où je vous parle, 50 sont à disposition. Dans le cas d'incendie volontaire et dommages aux cultures, et disposition des biens d'autrui, etc., de Yanfolila, il y a 35 accusés, dont 16 ou 17 sont à disposition. Et dans le cas de Massina, il y a 19 accusés, dont 16 sont à disposition. On invite la population à venir suivre parce que les cours d'assises, comme je le dis bien souvent, c'est une autre école. Ça permet de comprendre un peu les problèmes de la justice. Ça permet aux gens de s'éduquer, de savoir où mettre le pied. L'Alliance des démocrates patriotes pour une sortie de crise ADPS a présenté ce matin aux journalistes des propositions de sortie de crise. C'était au cours d'un point de presse. L'ADPS a annoncé également l'organisation prochaine d'une table ronde qui regroupera l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Le compte-rendu de Ibrahima Traoré. L'Alliance des démocrates patriotes pour une sortie de crise explique aux journalistes sa position sur l'évolution de la situation au Mali. Concernant les concertations nationales, l'ADPS n'entend pas y participer. Elle propose l'organisation très prochainement d'une table ronde qui regroupera l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Une rencontre qui, selon les organisateurs, devra élaborer un véritable manifeste national. L'ADPS demande aussi au gouvernement de soumettre rapidement au peuple malien sa feuille de route. Le gouvernement peut élaborer une feuille de route à soumettre au regroupement, aux sensibilités politiques, à la société civile. Nous allons faire nos appréciations là-dessus. Ensuite,
ce document sera envoyé à l'Assemblée qui, après avoir apprécié, va approuver et le gouvernement travaillera à l'intérieur de cette feuille de route approuvée par l'Assemblée nationale. Au cours de ce point de presse, il s'est également agi de la situation particulière du nord du Mali. Pour une sortie de crise, l'ADPS dit être contre toute négociation avec le MNLA et Ansar Dine. Dans la foulée, elle souhaite l'organisation des élections seulement après la libération totale des régions occupées. À Nioro, grand meeting de l'association Ensemble pour le développement durable du cercle de Nioro du Sahel, c'est pour renforcer la paix et la cohésion sociale entre les habitants du cercle de Nioro. L'activité vient aussi soutenir les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Envoyés spéciaux Sidi Mohamed, Sidi Modibo Dambélé et Abdraman Meiga. C'est dans l'union et dans l'entente que le progrès véritable peut être amorcé. Telle la conviction de l'association Ensemble pour le développement durable du cercle de Nioro à travers ce rassemblement. Cette mission avait donc pour objectif de sensibiliser les populations de cette localité située à 480 km de Bamako sur le rôle de la cohésion sociale dans le développement socio-économique du cercle de Nioro. Ce meeting a permis également à l'assistance de suivre une conférence de base sur les thèmes le rôle des chefferies religieuses de Nioro dans la résolution des crises actuelles du Mali et l'implication des chefferies dans le développement économique, social et culturel. Des thèmes dont l'explication a permis à la population de Nioro d'être mieux édifiée sur l'importance et la place de ces différentes chefferies dans le renforcement de la cohésion sociale et dans la consolidation de l'unité nationale du Mali. À un moment, on a fait courir le bruit que le Mijao s'apprêtait à attaquer Nioro. Les gens sont affolés, mais ils nous ont rassurés. Les chefs religieux nous ont dit tranquillisez-vous, personne ne pourra attaquer Nioro. C'est eux qui nous ont rassurés. Et jusqu'à ce jour, personne n'a été attaqué. Dans la poursuite de sa mission, l'AEDD a entrepris la réalisation de plusieurs activités, notamment l'organisation des journées de salubrité, la tenue d'un forum sur le développement de Nioro, sans oublier des journées de sensibilisation sur des sujets d'intérêt national. La Mali et l'ONG AGA, Association Jeunesse Action, se donnent la main pour lutter contre les violences faites aux enfants. Ensemble, les deux organisations procédaient ce matin au lancement des activités du Conseil consultatif national des enfants et des jeunes. Avec ce conseil, Plan Mali et ses partenaires entendent lutter efficacement contre les violences faites aux enfants. Damakodio, compte rendu. Avec ce lancement, Plan Mali et l'AGIA, Association Jeunesse Action, viennent de franchir une étape supplémentaire dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Composé de 41 membres, le Conseil consultatif aura pour principale tâche la défense et la promotion des droits de l'enfant. Plan Mali, en tant qu'organisation internationale de développement communautaire centrée sur l'enfant, privilégie et soutient les initiatives et les politiques de promotion des droits de l'enfant et la protection des enfants. Pour les responsables en charge de la famille de l'enfant, ce conseil vient consolider les acquis dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Le gouvernement de la République du Mali a déployé depuis 2 décennies beaucoup d'efforts en faveur des droits de l'enfant, au nombre desquels il me plaît de citer ici la création d'un ministère spécifiquement dédié à la promotion de l'enfant, l'adoption du Code de protection de l'enfant, ainsi que la ratification des instruments juridiques internationaux comme la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Combien sont les innocentes victimes de mauvais traitements, de l'exploitation des travaux forcés, de la guerre et du VIH-Sida? Combien sommes-nous? Combien sont ces enfants privés d'éducation et de soins de qualité à travers notre pays? Combien sommes-nous? Combien sont les enfants sans voix, victimes de la discrimination sociale, économique et culturelle? Combien sommes-nous? Combien sont les enfants qui portent sur leurs épaules des fusils? Au cours de ce lancement, l'assistance a eu droit à des prestations artistiques sur le travail des enfants présentées par les jeunes scolaires. Le journalisme d'investigation est au centre d'une session de formation. Elle regroupe depuis ce matin au groupement patronal de la presse les journalistes de la presse écrite, initié par le groupement patronal de la presse écrite en partenariat avec la coopération suisse. La formation renforce les capacités des journalistes en technique d'investigation. Le compte rendu de Agibou Koulibaly.
Le journaliste qui est capable de dénicher des secrets bien gardés ou de tirer au clair une situation confuse et inextricable est sans aucun doute un journaliste d'investigation. C'est à cet exercice que les journalistes de la presse écrite s'attellent dans les locaux du groupement patronal de la presse écrite. Les journalistes d'investigation, c'est pour simplifier, c'est le genre journalistique le plus noble. Au-delà des faits apparents, vous cherchez à traquer la vérité, vous contournez les verrous, soit avec des sources bien précises, avec de la documentation, pour apporter l'information vraie aux lecteurs et aux téléspectateurs, suivant les principes éthiques et déontologiques. Au cours de cette session, les participants plancheront sur la charte d'éthique professionnelle des journalistes. Selon les participants, le de formation a un double objectif, pédagogique et professionnel. De plus en plus, dans nos journaux et dans nos médias, ces genres journalistiques tendent de plus en plus à disparaître. Or, c'est la partie noble du métier. Donc, nous voulons que les jeunes s'initient à cette technique pour revaloriser et professionnaliser davantage nos rédactions. Cette session de formation sur le journalisme d'investigation s'ajoute à une autre qui a porté sur la technique de l'information et de la communication. C'était à l'adresse des rédacteurs en chef des journaux de la place. Le directeur national du commerce et de la concurrence était face à la presse nationale. La rencontre veut faire la lumière de l'opération coup de poing à l'intention des boulangeries. Un coup de poing qui concerne les boulangeries qui ne sont pas en règle. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter le directeur national du commerce et de la concurrence, Maman Nassouman Meye Touré. Il est au micro de Abdrahman Meiga. Le point, c'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, au niveau des différentes communes du district, ils sont passés au niveau de 71 boulangeries, sur lesquelles il y a eu quand même, il y a eu des boulangeries qui sont fermées. Et au point de vue régularisation, 23 boulangeries déjà ont déposé leur dossier au niveau de l'Agence pour la promotion des investissements. Et déjà 9 ont reçu déjà leurs autorisations, donc elles sont ouvertes. Mais parallèlement, il y a le syndicat des boulangers qui avait saisi la hiérarchie pour quand même leur donner le temps de recenser d'une manière plus exhaustive, n'est-ce pas, toutes les boulangeries qui ne sont pas en règle, nous communiquer cette liste et ensemble nous allons veiller à ce qu'elles régularisent leur situation pour procéder à la réouverture. Je dois vous préciser que l'opération, ce n'est pas seulement au niveau de Bamako, c'est au niveau également des régions, parce qu'il fallait assainir le secteur. Il s'est trouvé que plusieurs boulangeries aujourd'hui sont en activité et certaines n'ont pas d'autorisation. Donc, tous ceux qui ne sont pas en règle, quand même, c'est que ces boulangeries puissent se mettre en règle vis-à-vis des textes en vigueur. Actualité régionale en 4e région, le ministre de l'Agriculture a visité hier les ouvrages agricoles de la zone de Tamani dans l'office riz du Ségou. Il a aussi rencontré les producteurs, une occasion pour faire le point de la campagne 2012-2013 de Ségou Brémakone. Le ministre de l'Agriculture a essentiellement consacré la journée de ce lundi 19 novembre 2012 à la visite de certaines réalisations de l'Office riz de Ségou ORS et une rencontre avec les producteurs. Cette visite a d'abord concerné les activités dans le cadre du projet d'appui au développement rural de Tienkonou et de Tamani par RTKT. Ensuite, l'épi latéral de Tamani d'une capacité d'irrigation de 9000 hectares et la plantation du village de Sungola ont reçu la visite de la délégation ministérielle. Quant à la rencontre élargie aux services techniques, elle a permis de faire le point de la campagne 2012-2013. Une campagne jugée satisfaisante par tous les acteurs. Ainsi, à l'office riz de Ségou, les chiffres sont éloquents. Nous allons atteindre en tout cas les objectifs escomptés, à savoir produire 67 000 tonnes en tout cas de riz pour la campagne 2012-2013. Mais déjà nos estimations sont chiffrées un peu à 62 000, voire 63 000 tonnes. Grosso modo, pour cette campagne, nous attendons une production record de 153 000 tonnes. Le ministre de l'Agriculture a émis un sentiment de satisfaction de l'exploit effectué par les producteurs. Bien, nous avons vu des rizières en eau, des rizières également en tiration.
Nous avons constaté également tout l'effort consenti, non seulement par les producteurs, mais aussi par les structures, pour mettre en œuvre la campagne agricole. Et nous avons pu constater que cette campagne est une réussite. C'est une réussite dans la mesure où les champs ont bien donné. Le ministre Yaranga Koulibaly a aussi exprimé son attachement au suivi et à l'évaluation des activités agricoles afin d'apporter sa contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le conseil régional de Kayes a tenu hier sa session budgétaire. Les conseillers venus des 7 cercles de la région ont adopté le budget primitif 2013 de la région qui s'élève à plus de 3 milliards 243 millions de francs CFA. De même, la session a recommandé la mise en place d'une stratégie de communication et la dotation de l'hôpital régional d'équipement d'imagerie médicale de Kayes Mahamadi Alioubari. Cette session du Conseil régional de Kayes est consacrée à l'examen et l'adoption du budget primitif 2013 de la première région. Ce budget est arrêté en dépenses et en recettes à plus de 3 milliards 243 millions de francs CFA. Les fonds alloués au fonctionnement s'élèvent à plus de 2 milliards 755 millions. Il est prévu plus de 488 millions pour les investissements. À l'analyse, le budget 2013 de la région connaît une baisse par rapport à celui de 2012, une baisse consécutive à la situation que connaît notre pays. Cette année, c'est vrai que nous avons eu une très bonne pluviométrie et nous espérons encore sur de très bonnes récoltes. Mais il faut quand même être réaliste parce que nous savons que les recettes au niveau du pays sont en train de baisser considérablement compte tenu du ralentissement des activités économiques. Et donc cela nous a amené vraiment à baisser un tout petit peu nos recettes. Les conseillers venus des 7 cercles ont adopté le budget 2013 et donné quitus au conseil régional pour son exécution. Donc, le conseil régional a le feu vert pour la mise en œuvre des actions de développement qui concernent tous les domaines: éducation, santé, agriculture, élevage, hydraulique villageoise, infrastructure, etc. Koulikoro, cérémonie de passation de témoins au centre d'instruction Boubacar Sadassi. C'était entre le commandant sortant, le colonel Moussa Diawara, et le nouveau, le lieutenant-colonel Nuhu Mamadou Traoré. L'événement était présidé par le directeur adjoint des écoles militaires et a pris fin par un défilé militaire. Voilà donc la passation de témoins au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro entre le commandant sortant, le colonel Moussa Diawara, et le nouveau, le lieutenant-colonel Nuhu Mamadou Traoré. Coopération décentralisée entre la France et le Mali à travers les communautés d'Angers, Loire, Métropole et Lyon. Les 2 villes françaises viennent de mettre 3 camions estimés à plus de 67 millions de francs CFA à la disposition de la mairie du district. La voirie du district de Bamako et la brigade urbaine de protection de l'environnement sont les bénéficiaires. Agalia Gagissa. Les camionnettes et les camions multibennes remis sont respectivement les dons des communautés de Lyon et d'Angers-Loire Métropole. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du jumelage entre les 2 villes et celle de Bamako. La voirie du district a reçu une camionnette et les camions multibennes. La seconde camionnette est revenue à la brigade urbaine de protection de l'environnement. La DSUVA est en deçà de ses besoins en équipement et les derniers équipements que l'État a offerts à la voirie remontent de 1987. Donc tout est maintenant vétuste et c'est grâce spécialement à l'appui de nos amis que nous arrivons à faire le peu que nous sommes actuellement en train de faire. L'utilisation de ces véhicules va contribuer à résoudre l'épineux problème d'assainissement qui se pose à la ville de Bamako. Sécurité dans la capitale. Des présumés auteurs des meurtres survenus dans la nuit du 26 avril à Kalabankoro sont aux arrêts. Ils ont été arrêtés par le commissariat du 13e arrondissement. Très dangereux, ils opéraient à main armée. Mohamed Diarra.
Fin de cabale pour ces deux bandits de grand chemin. Ces récidivistes ont semé la psychose chez les populations de la commune rurale de Kalabankoro. Leur dernier forfait date de 6 mois. En avril dernier, ils avaient ouvert le feu sur un groupe de jeunes faisant 3 morts. Le 4e serait toujours à l'hôpital. Aujourd'hui, ils sont dans les griffes de la police du 13e arrondissement. C'est un citoyen qui désire garder l'anonymat qui nous a donné l'information. Mais il faut dire que dans cette affaire, premièrement, ce n'est pas dans notre zone. C'est jusqu'à Tchébani, dans la commune de Kalabankoro. Ils ont été arrêtés le 11e mai 2012. L'un à Kabala. Et Salif a été arrêté à Kabala, tandis que son second, Moudou Bagayogo, a été arrêté à Yirmadio ici. La gendarmerie a fait beaucoup d'arrestations par rapport à cette affaire, mais les vrais auteurs n'étaient pas encore arrêtés. Le nommé Salif Traoré, en t-shirt bleu, est âgé de 54 ans. Il est l'auteur du vol de moto au stade du 26 mars. Pour mémoire, c'était lors du match d'ouverture de la CAN 2002. Pire, il est spécialiste en falsification des numéros sur les cadres des motos Jakarta. Salif Traoré serait le principal fournisseur de la région de Ségou en moto. Au dire des éléments du 13e arrondissement, il aurait construit une maison à Tchébani d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Le cerveau de la bande du nom de Mouadou Balo s'est dissipé dans la nature. Il doit se trouver du côté de Doumanaba, vers Sigasso, sur la route de Kiyan. Une mission est partie là-bas à 2 reprises pour le prendre. On a même vu ses parents, sa famille, sa maman. Et nous savons déjà qui il est et c'est sûr qu'un jour on va mettre fin à sa cavale. La vigilance doit donc être de mise. Actualité africaine avec la Confédération africaine de football visée par des accusations de corruption. D'après un rapport, les compétitions 2010 de la CAF lui ont apporté plus de 46 millions de dollars grâce aux droits de télévision et aux publicités. Malgré tout, les réalisations de la CAF sur le continent sont rares et les subventions versées aux clubs très peu. Du coup, le président de la CAF, Issa Hayatou, est accusé de détournement de fonds. C'est incontestablement la compétition phare de la Confédération africaine de football. La Coupe d'Afrique des Nations figure aujourd'hui parmi les événements majeurs dans le monde du ballon rond. C'est l'avis de plusieurs spécialistes, dont cet ancien chef du service des sports de Radio France Internationale. Gérard Dreyfus couvrira en janvier prochain sa 18e CAN. On estime à environ 5 milliards le nombre de téléspectateurs en audience cumulée qui se réunissent devant le poste de télévision pour suivre les matchs d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. La Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération et le Championnat d'Afrique des Nations, toutes ces compétitions, grâce aux droits télé et à la publicité, représentent une part très importante des recettes de la CAF. D'après un rapport financier, le seul mis en ligne par la Confédération, elles ont rapporté plus de 46 millions de dollars américains en 2010. Il y a de l'argent dans le football africain. Maintenant, toute la question est de savoir si eh bien, cet argent est bien distribué et puis s'il aide vraiment les clubs au quotidien. Franck Simon affirme être sûr d'une chose. Les bénéfices réalisés par la CAF servent très peu à financer des projets significatifs sur le continent. Il dénonce des promesses non tenues par le Camerounais Issa Hayatou, qui dirige la Confédération africaine de football depuis près d'un quart de siècle. Hayatou avait dit, ça fait partie de mon programme, je veux, dans les prochaines années, qu'on finance la création d'un certain nombre de structures, ce qu'il appelait des académies, en fait des instituts du football au niveau régional. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Il y a eu un centre, je crois, qui a été édifié, il me semble que c'est au Cameroun d'ailleurs. Mais dans les autres pays, est-ce qu'il y en a eu un en Éthiopie, comme il en était question ? Est-ce qu'il y en a eu en Afrique australe ? Peu de réalisations, peu de subventions versées aux clubs. Mais alors, où va l'argent de la Confédération africaine de football ? Pour certains, il serait utilisé en partie par le président de la CAF pour acheter des voix lors des élections. D'autres accusent tout simplement Issa Hayatou de détournement de fonds. Des accusations qui provoquent de vives réactions de la part de ses proches. Je connais personnellement depuis presque 40 ans le président Hayatou. Je ne peux pas soupçonner un seul instant que cet homme ait mis de l'argent dans sa poche.
La Fédération internationale de football association regroupe 6 confédérations, dont la CAF. La FIFA verse à chacune d'elles 5 millions de dollars chaque année. Son secrétaire général réfute des accusations portées contre Issa Hayatou. Il n'y a pas un cas que l'on ait eu de malversation ou d'une mauvaise utilisation des fonds versés par la FIFA par une des confédérations. Si ça avait été le cas, premièrement, je vous dis, on audite ces comptes, on audite la façon dont notre argent est utilisé. Immédiatement, des sanctions sont prises. Au siège de la FIFA à Zurich, on reconnaît néanmoins que le football est gangréné par la mafia. D'après Jérôme Valk, elle intervient exclusivement dans le domaine des paris illégaux sur les matchs, des paris organisés en Afrique, mais aussi ailleurs. Et ce message, ou d'abord ce communiqué de l'Agence nationale de l'aviation civile, qui informe le public qu'elle organise une simulation d'exercice de crise de sûreté le jeudi 22 novembre 2012 à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Par conséquent, il est demandé à tous les usagers de l'aéroport de rester calmes le temps de l'exercice. Page noire de cette édition. Mohamed Maïga Guidio Almami n'est plus. Il a été arraché à l'affection de tous hier. Le calife a été enterré aujourd'hui dans sa maison à Ségou Bagadadji en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre de Ségou, Brahima Kone. Ils étaient des milliers et des milliers de parents, amis et adeptes à accompagner ces grands baobabs de la religion musulmane qu'était Mohamed Maïga dit Almami Guidio. Né il y a plus de 100 ans dans le village de Guidio, au bord du lac Debo, dans le cercle de Youarou, région de Mopti, Almami Guidio est allé dès son jeune âge à l'école coranique. Après avoir maîtrisé le Coran ça et là, l'imam Guidio s'est installé dans les années 50 à Ségou. Les proches, amis et autorités politico-administratives ne tarissent pas d'éloges envers cet érudit. C'était un vrai homme de Dieu. Et ce qui le caractérise, c'est que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, qui a vécu à la sueur de son front. C'était un grand cultivateur et qui cultivait des terrains immenses et qui nourrissait des centaines de familles à la sueur de son front. Et c'est ça qui ajoute à sa grandeur. S'il y a des hommes qui devraient servir d'exemple pour nous autres qui sommes là vivants aujourd'hui, c'est cet homme-là. Almami Guidio, pour moi, est un homme qui a consacré toute sa vie à l'adoration de son Créateur. Il a été un homme d'une probité intellectuelle et morale exemplaire. Nous savons que tout ce qu'il a eu, il l'a consacré, n'est-ce pas, au bien des autres. Totalement dédié à Dieu. Tel était l'imam de Guidio. Une grande sollicitude à l'endroit des autres, notamment de ceux qui peinent, de ceux qui souffrent. Cet homme, toute sa vie, durant, a voulu vivre à la sueur de son front. C'est un modèle à tous les niveaux, dans tous les domaines, qui vient de nous quitter. La perte de l'Almami, vous savez, c'est énorme pour toute la Oumma islamique, pour l'ensemble des musulmans de ce pays. Et nous ne pouvons que demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire une place éminente parmi ses élus. L'homme, c'est un grand baobab. C'est un grand homme qui a une grande dimension spirituelle. C'est notre marabout, c'est notre père spirituel, c'est notre père biologique. L'imam Guidio n'est pas resté indifférent à la crise du Nord. Comme le Coran fait manga d'abord, n'a pas doutlama, abi n'galga koyal kibara courage même Coran fait bi. Kadaka ahame mi bala, abi kalando ngwele, ubi dalaili shi hakaminga ala debu odo. Non, Aujourd'hui, l'imam Guidio est inhumé dans sa maison à Ségou Bagadadji, juste à côté du stade Amarindao. Lors de la cérémonie mortuaire, tous ont éprouvé un sentiment d'amertume pour dire que le Mali a perdu un conseiller, un saint, bref, un grand homme. Que son âme repose en paix. Merci d'avoir été de notre restons de cœur et d'action avec les parents des régions occupées. Bonsoir à tous.